Angela Turner, 26 ans, infirmière de nuit dans un hôpital de Little Rock, avait besoin de calme. Après plusieurs mois à enchaîner les gardes, elle trouva une petite maison à louer à la périphérie de la ville. L'endroit paraissait idéal, isolé, silencieux, entouré d'arbres. Le loyer étonnamment bas acheva de la convaincre. Le propriétaire, un vieil homme au regard fatigué, lui fit visiter les lieux. Il insista sur certains détails de la maison, sur les serrures anciennes qu'il lui conseilla de ne pas remplacer. Angela crut à une superstition et signa sans poser davantage de questions. Les premiers jours furent paisibles. Elle prenait ses repas sur la véranda, profitait du silence après ses longues nuits de travail. Les craquements du plancher et les gémissements du bois faisaient sourire. La maison semblait vivante. Mais peu à peu, des détails la troublèrent. Un matin, elle retrouva sa brosse à dents déplacée. Une autre fois, le robinet de la cuisine coulait légèrement. Elle se persuada qu'il s'agissait d'étourderies, dues à la fatigue. Pourtant, les anomalies se multiplièrent. Des tiroirs entr'ouverts, une lampe restée allumée, et pas imaginaire à l'étage. Une nuit, alors qu'elle était rentrée du travail, une odeur de nourriture chaude flottait dans la cuisine. Le four était encore tiède, et une assiette sale reposait sur le plan de travail. Angela resta immobile, paralysée par une impression d'irréalité. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait oublié quelque chose avant de partir, même si elle savait pertinemment que ce n'était pas le cas. Le sommeil devint difficile. Parfois, au cœur de la nuit, elle croyait entendre une respiration lente dans le couloir ou un frottement régulier derrière les cloisons. Elle mit ces bruits sur le compte du vent, des animaux, du bois qui travaille. Pourtant, une peur sourde commençait à s'installer en elle. Un soir, alors qu'elle rentrait plus tôt que prévu, elle aperçut une ombre passer furtivement dans le couloir. Le mouvement était clair, humain, indiscutable. Elle sortit précipitamment et contacta les autorités. Les agents qui inspectèrent la maison ne trouvèrent rien. Seulement la porte de la cave entr'ouverte. On lui conseilla de changer les serrures. Cette idée resta en suspens dans son esprit, troublée par la recommandation initiale du propriétaire. Les nuits suivantes furent pires. Le moindre bruit la réveillait. Une nuit, un raclement sous le plancher la fit bondir hors du lit. Le son semblait venir d'un espace vide sous la maison. En se penchant, elle découvrit une planche légèrement déplacée, cachée sous un vieux tapis. Un courant d'air froid s'en échappait. Elle remit le tapis en place sans oser regarder davantage. Le lendemain, elle exigea une nouvelle inspection de la maison. Les policiers soulevèrent la planche et découvrirent un petit espace creusé dans la terre. À la lueur des lampes, on distinguait une couverture sale, des restes de nourriture, une bouteille d'eau et un téléphone cassé. Quelqu'un vivait là. L'enquête révéla qu'il s'agissait d'un ancien locataire porté disparu depuis 3 ans. L'homme s'était introduit à nouveau dans la maison, y vivait secrètement, caché dans les murs et sous le plancher. Il sortait la nuit, se nourrissait de ce qu'il trouvait et regagnait sa cachette avant le retour d'Angela. Les analyses ADN confirmèrent l'identité du squatteur. Le propriétaire, interrogé, avoua qu'il connaissait la vérité. L'homme était son fils, instable mentalement. Il avait promis de le laisser tranquille tant qu'il ne causait pas de problème. Angela quitta la maison dès le lendemain. Elle ne dormit plus jamais dans le noir complet. Pendant des mois, elle vérifia chaque pièce de ses nouveaux logements avant de fermer les yeux. Ce qu'elle n'oublia jamais, ce n'était pas la peur, ce fut le silence. Ce silence d'une maison qu'elle croyait vide, et dans lequel, chaque nuit, quelqu'un respirait lentement, à quelques mètres sous ses pieds. L'immeuble se dressait à Muswell Hill, un quartier résidentiel du nord de Londres, un bâtiment gris, anonyme, semblable à tant d'autres. Les locataires y menaient des vies simples, employés, retraités, étudiants. Au dernier étage vivait un homme discret, poli, toujours bien habillé, toujours seul. Ses voisins disaient de lui qu'il était calme, serviable, presque effacé. Personne n'aurait pu deviner ce qui se passait derrière la porte de son appartement. L'homme, ancien fonctionnaire, passait ses soirées seul. Il invitait parfois des jeunes hommes qu'il rencontrait dans les bars. On les voyait monter avec lui, rarement redescendre. Personne s'en étonnait vraiment. Les allées et venues étaient fréquents dans le quartier. Pendant plusieurs années, il mena une existence parfaitement normale. Chaque matin, il allait travailler. Chaque soir, il rentrait chez lui, préparait un repas, écoutait de la musique. Les voisins le croisaient dans les escaliers, un sourire discret aux lèvres. Mais la nuit, l'appartement devenait un autre monde. Ses invités ne repartaient jamais. Il les étranglait puis s'asseyait près d'eux, restait parfois des heures à contempler le silence qui suivait. Il conservait les corps, les lavait, les installait dans des fauteuils. Il partageait ses repas dans leur présence, parfois pendant plusieurs jours, avant de se résoudre à s'en débarrasser.
L'appartement avec le temps devint un tombeau, les odeurs s'incrustaient dans les murs, pour dissimuler les restes, il les brûlait lentement dans la cheminée, par fragments, ajoutant des morceaux de bois pour masquer l'odeur. Lorsque les cendres devenaient trop nombreuses, il les jetait dans le jardin ou les égouts. Les voisins commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. L'eau de l'immeuble s'écoulait mal, des plaintes furent déposées, les services municipaux interviennent. En ouvrant les conduits, ils découvrirent une matière inhabituelle, des bouchons grisâtres, visqueux, presque charnus. Les techniciens crurent d'abord à de la graisse animale, mais en observant de plus près, ils distinguèrent des fragments de peau et des os. La police fut alertée. Les analyses confirmèrent ce que tout le monde redoutait. Les canalisations étaient remplies de restes humains. Les agents se rendirent sur place. L'homme les accueillit calmement. Il ne tenta pas de fuir. Son appartement empestait une odeur épaisse, métallique, difficile à supporter. Sur les murs, des taches avaient été nettoyées. Dans un placard, on retrouva des sacs, des vêtements et des restes partiels de plusieurs victimes. Pendant les heures d'interrogatoire, il parla avec détachement, presque avec logique. Il expliqua qu'il ne supportait pas la solitude, qu'il voulait seulement que ses invités restent avec lui un peu plus longtemps. Il affirma qu'il leur tenait compagnie, qu'il les considérait comme des présences, non comme des morts. Les enquêteurs estimèrent qu'il avait fait au moins 15 victimes, peut-être plus. Certains n'ont jamais été identifiés. Ils se souvenaient de leur visage, de leur prénom, mais pas toujours de leur mort. Parfois, ils disaient simplement qu'ils s'étaient éteints doucement. L'appartement fut scellé, vidé, puis rasé. Mais les habitants du quartier racontent encore que, pendant plusieurs mois après les faits, une odeur âcre pestiférait dans les conduits d'évacuation, comme si la maison refusait d'oublier ce qu'elle avait contenu. Cette histoire est totalement réelle. Danny Nilsson a été arrêté à Londres en 1983 après la découverte de restes humains dans les canalisations de son immeuble. Il a avoué ses crimes sans émotion, déclarant qu'il n'avait jamais voulu faire de mal. Seulement, ne pas être seul. L'appartement se trouvait dans un immeuble ancien du centre-ville. Les murs étaient épais, les sols grinçaient, les voisins restaient distants. L'endroit semblait sûr, même un peu trop tranquille. La locataire, une femme de 30 ans, y vivait seule depuis peu. Elle travaillait beaucoup, rentrait tard et appréciait la solitude. L'appartement avait ses bruits familiers, le vent dans la cheminée, les pas du voisin du dessus, les canalisations. Elle s'y habitua vite. Puis, peu à peu, quelque chose changea. Un soir, elle remarqua que la porte du placard du couloir était entr'ouverte. Elle la referma sans y penser. Quelques jours plus tard, ce fut un tiroir légèrement déplacé. Elle se crut étourdie, puis commença à douter d'elle-même. Elle posa de petites marques au crayon sur certaines portes pour vérifier. Le lendemain, plusieurs marques avaient disparu. L'appartement prit une odeur étrange, subtile, métallique. Elle pensait à un problème de canalisation, mais la nuit, elle entendait parfois un léger craquement, comme si quelqu'un se déplaçait avec précaution dans la pièce voisine. Elle vivait seule. Un matin, elle découvrit que le contenu du réfrigérateur avait changé de place. Un yaourt manquant, un couteau était sur le plan de travail. Elle fouilla chaque pièce sans rien trouver. Tout semblait normal, mais une sensation la suivait, invisible, celle d'être observée. Les bruits s'intensifièrent de plus en plus nets. Des chuchotements parfois, trop faibles pour être compris, des pas au plafond, alors qu'il n'y avait pas d'étage. Elle crut devenir folle. La nuit, elle dormait peu, la lumière allumée. Un jour, en nettoyant la cuisine, elle entendit un souffle derrière le mur. Un son faible, irrégulier, comme une respiration. Elle colla l'oreille, le bruit s'arrêta aussitôt. Un artisan fut appelé pour vérifier la ventilation. En démontant la grille d'aération, il découvrit quelque chose d'anormal. Derrière, un espace creux, plus large que prévu, une sorte de cavité entre les murs. L'artisan prévint la police. Les agents découvrirent que quelqu'un vivait à l'intérieur même de l'immeuble, se déplaçant entre les cloisons. Des passages existaient derrière certains murs, vestiges d'anciennes gaines techniques. L'homme s'y était faufilé depuis les caves et avait aménagé une sorte d'abri invisible. Il sortait la nuit, lorsque la locataire dormait, pour voler un peu de nourriture, observer, respirer l'air du salon. Il vivait là depuis des semaines, peut-être des mois. Lorsqu'ils l'arrêtèrent, il n'opposa aucune résistance. Il portait des vêtements sales, tenait un carnet et connaissait chaque bruit de l'appartement. Il avait noté les heures où la locataire rentrait, se couchait, se levait. Sur certaines pages, il décrivait sa façon de la regarder à travers les fissures du mur, de sentir son parfum, de l'entendre parler au téléphone. Il écrivait qu'il se sentait chez lui. L'homme avait accédé à l'appartement par une trappe dans les combles, restée ouverte depuis des travaux.
Il avait glissé derrière les cloisons et s'y était caché. Se nourrissait discrètement, se lavait avec l'eau du réservoir des toilettes. La locataire déménagea quelques jours plus tard, sans jamais retourner sur les lieux. Le nouveau propriétaire fit mûrir les passages, mais l'immeuble conserva sa réputation étrange. Plusieurs habitants affirmèrent entendre des bruits dans les murs, comme des chuchotements qui remontaient dans les conduits. La rumeur disait qu'il n'avait pas été seul à s'y cacher.